Géraldine Sakiasanen, j'espère bien le prononcer. C'est bien. Bienvenue au Festival Lire en ville de Saint-Chamond. Merci de votre Donc accueil. vous écrivez des livres. C'est ça. Et vous êtes à Saint-Chamond aujourd'hui pour faire découvrir un peu vos ouvrages. Oui. Alors on va peut-être parler du tout dernier. Oui, on va parler du tout dernier parce que l'autre, il est plus trop d'actualité. Alors, comment on peut interpréter cette couverture? Alors, déjà, le titre, tu verras Kitsune. Kitsune veut dire renard en japonais. Alors là, on n'avait pas du tout la définition avec l'image. Hein. Ouais. Il est peut-être caché derrière le renard. Alors, parce qu'en fait, c'est là qu'on voit que vous ne savez pas lire le japonais. Ah oui, parce que je vous le confirme. Ça, c'est un kanji. Donc, ce sont des idéogrammes chinois. Et ce kanji, c'est le renard. Et vous êtes très influencé par la culture japonaise alors? Alors, pas forcément très influencé, mais j'avais envie dans ce roman de revenir sur mes souvenirs parce que j'ai étudié 1 an au Japon, donc quand j'étais jeune, étudiante. Vous êtes toujours jeune. Oh, merci. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de me replonger dans mes souvenirs pour repenser à cette période-là de ma vie. Et c'est de cette manière qu'est née Sanoko, une de mes 2 héroïnes, qui est une japonaise qui vit en France et qui va rencontrer Solène, qui est juge des enfants. Donc, c'est un peu l'histoire de leur rencontre. Dans ce roman qui est un roman choral où chacun des personnages qui sont proches de Solène et Sanoko vont parler de... J'ai vu que vous aviez fait des études en sciences politiques. Oui. Finalement, ça n'a rien à voir avec ce dont vous me parlez là à l'instant. Bah non. Qu'est-ce qui vous inspire? C'est vos voyages, c'est vos souvenirs, c'est tout ce qui est culture asiatique? C'est quoi finalement votre inspiration? Quand j'ai écrit ce livre, déjà j'ai beaucoup changé le dénouement. Enfin, il m'a accompagné longtemps ce livre, et c'était une période de ma vie où j'avais beaucoup d'obligations et peu de temps libre. Ouais. Et donc j'avais envie qu'on me parle d'amour. J'allais vous dire, vous aviez envie de vous évader? C'est ça. Et donc, je me suis dit que j'allais moi-même me parler d'amour. Ah, et donc, pas mal, raconter. Bah oui, parce que sinon, donc on peut attendre toute une vie. Vous auriez pu écrire le titre Parlez-moi d'amour? Bah oui, ça aurait pu. Mais justement, j'avais pensé au titre Tu verras au début, en pensant à la chanson de Nougaro. Tout à fait. Et je me suis rendu compte que plus personne ne pensait forcément à la chanson de Nougaro, que c'était peut-être un peu... Enfin, en tout cas, que ça faisait plus... C'est un petit peu daté maintenant. Voilà, que c'était un peu daté. Alors, j'ai gardé Tu verras et j'ai rajouté Kitsune pour le petit côté, le clin d'œil au Japon. Quand vous avez commencé à écrire, vous aviez dans l'idée d'aboutir à un livre et de le faire éditer. Comment ça s'est passé, le cheminement de cette histoire finalement? C'est vrai qu'à la fin, comme je vous l'ai dit, il m'a accompagné vraiment longtemps. Donc à un moment donné, je me suis dit là, soit je l'envoie à une maison d'édition, soit il part dans la benne. Dommage. Et donc je l'ai envoyé, et puis le dénouement est plutôt heureux, quoi. Et la maison d'édition, elle se trouve où? Tot. Donc les éditions Tot à Grenoble. Donc c'est régional finalement? Oui, exactement. Et pour la diffusion, c'est diffusé un peu de partout? Comment ça se passe? Oui, alors c'est Ils vous aident dans la communication? Comment ça se passe, le déroulement pour faire connaître ce livre? Parce que c'est bien de l'écrire, mais il faut aussi le faire connaître. Oui, c'est ça. Oui, alors écoutez, c'est eux, ils ont leur réseau. Déjà, on a travaillé à la réécriture, la correction, et ils ont des professionnels. Vous avez changé beaucoup de choses? Non. Non? Non. Et puis la ligne éditoriale justement de cette maison est aussi de conserver au maximum la version de l'auteur. Et du coup, vous vous êtes retrouvé à Saint-Chamond comment? Ça s'est passé comment? C'est votre maison d'édition? Je viens de discuter avec Justine justement, et c'est la maison d'édition qui a envoyé mon roman à l'équipe organisatrice. Vous connaissiez Saint-Chamond? Oui, je connaissais, mais pas beaucoup, mais je connaissais Saint-Chamond. Oui.
Et donc, la maison d'édition a envoyé le livre, m'a demandé si je voulais candidater. J'ai dit, bah oui, bonne idée. Et c'est comme ça que je suis là. Et pour être dans la continuité, est-ce qu'il y a des dates qui sont prévues dans les semaines qui viennent? Non. C'est le seul rendez-vous que vous avez pour l'instant? Oui, tout à fait. Et vous démarchez, non? Ou alors vous vous laissez porter par votre maison d'édition? Oui, et puis il y a un peu les réseaux sociaux, mais c'est vrai que moi, ce que je recherche, c'est surtout des rencontres avec des lecteurs, pouvoir échanger avec d'autres auteurs aussi. C'est pour ça que ce genre de salon, je trouve très agréable, parce qu'on n'est pas très nombreux, on nous bichonne en plus, les bénévoles sont super. Et vous vous attendez à quoi finalement à la fin de cette journée? À vendre des livres, à avoir des contacts, à avoir finalement des discussions passionnantes? Oui, c'est plutôt des échanges. Est-ce que pour finir, vous êtes en train d'écrire sur un nouveau projet? Vous travaillez sur quelque chose actuellement? Non, je n'arrive plus à écrire. Ah, c'est fini, vous avez tout donné dans le premier. Non, mais c'est une période un peu étrange. Je sens que je ne suis pas disponible mentalement pour écrire. Je vois que vous êtes installé à Verney-Voltaire. On va faire un peu de géographie. Oui. J'ai beaucoup entendu parler de Verney-Voltaire. Peut-être. Où c'est que ça se situe exactement? C'est à la frontière suisse. Ah, d'accord. Oui, c'est à côté de Genève. Très bien. Est-ce que la culture suisse, elle rentre un peu dans cette histoire japonisante? Non, il n'y a pas de Suisse. Très bien. Il y a une française, une japonaise, oui. Mais il y a des histoires quand même de déracinement culturel et de Sanoko qui est une étrangère un peu comme on les aime. C'est-à-dire qu'elle ne dérange pas, elle a de l'argent. Elle n'est pas précaire du tout, elle parle très bien français, elle est francophone, francophile, mais c'est elle qui n'a pas vu certaines choses de la culture française et qui s'est laissée piéger. On ne connaît pas tout de la culture française. Pour conclure, j'ai envie de vous demander, est-ce que la culture asiatique, puisque vous y avez vécu une année, elle est totalement différente de la nôtre ou alors il y a quand même des choses qui nous rapprochent? Ah, elle est très très différente. On a vraiment l'impression que c'est une autre planète. Oui, c'en est une. Moi, quand j'y suis allée, en plus c'était il y a 23 ans maintenant, j'ai mis 6 mois avant d'atterrir et de pouvoir prendre un peu des marques. J'ai été... c'était compliqué. Puis il n'y avait pas non plus la communication facile comme on l'a maintenant, Internet, je veux dire, il y avait dans mon université, il y avait une salle informatique où je pouvais me connecter de temps en temps, écrire quelques mails, mais sinon, j'étais quand même assez seule. Un total dépaysement alors? Complet. Je souhaite une longue vie à ce livre. Merci. Et puis à votre carrière d'autrice, on dit autrice. Au féminin. Oui. Et puis un bon salon. Merci à vous. Encore. Michel Lyonnais, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Festival Lire en Ville de Saint-Chamond. Oui. Alors Michel, comment vous êtes venu à écrire des livres? Alors j'ai commencé par écrire Mamège mon combat. L'idée m'est venue à force d'écrire mes randonnées en montagne. Ah ouais? Je me suis dit, tiens, il faut que j'écrive un roman, mais il faut trouver un thème. Le thème, j'ai imaginé l'histoire d'une infirmière qui a une contrariété familiale et qui sombre dans l'alcool. Elle boit son litre de whisky par jour. Bon, ça, elle ne peut plus s'en sortir. Elle est droguée. Un jour, elle rencontre un collègue qui lui fait faire de la montagne. De la randonnée, de l'escalade, des rochers. C'est pas donné à tout le monde de faire de l'escalade, hein? Non, mais elle rencontre un collègue qui l'initie, elle fait du glacier, elle commence par aller dans les rochers de Doisieux. Ah d'accord, on est dans le thème régional alors. Voilà. Et ensuite, son collègue l'emmène dans les Alpes, et petit à petit, on monte de plus en plus en altitude, mais elle est obligée de boire l'eau de sa gourde. Et à force de boire l'eau de sa gourde, elle abandonne le whisky. C'est une bonne thérapie alors. Voilà. Jusqu'au jour où ils arrivent tous les deux, au bout d'un an, attention, au bout d'un an d'entraînement, ils arrivent à la cime de la Mèche, vous vous rendez compte, presque à 4000 mètres. Et l'infirmière fouille dans son sac, et le collègue, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche ma gourde. Mais le collègue, lui, il a quand même emmené du whisky. C'est pas une bonne idée, hein? Mais il boit le verre à gouttes de whisky. L'infirmière a perdu l'habitude de boire du whisky. Elle boit l'eau de sa gourde et elle est sauvée.
Et vous, vous avez une particularité, c'est que vous écrivez des livres à 4 mains. Tout à fait, avec ma fille, parce que moi je ne sais pas écrire sur l'informatique. J'écris au crayon de bois et à la gomme. Et c'est ma fille qui me met tout sur l'informatique et qui correspond avec les éditeurs. Et votre fille Sophie, elle a préféré rester derrière dans l'ombre et tenir le stand. Ah ben, on se partage comme ça, voilà. Sinon, votre parcours, c'est quoi? Votre parcours de vie, c'est quoi avant d'écrire des livres, hein? Ah ben, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai été 19 ans électricien à Creuse-Saint-Chamond. J'en garde un excellent souvenir. Et 19 ans à Marel-Rive-de-Gier. J'en garde aussi un excellent souvenir. Vous vous rendez compte? Donc vous, c'est des périodes de 19 ans, alors? Par hasard, voilà. Mais vous vous rendez compte la chance que j'ai eue? J'ai fait Saint-Chamond-Rive-de-Gier. Vous n'avez pas beaucoup bougé, finalement? Voilà. Alors que j'ai des copains, eux, qui n'ont pas eu ces chances. Hein. Ah, mais c'est fou, d'ailleurs, ce passé industriel qui est mort, finalement. Maintenant, mais moi, j'ai connu Creuse-Saint-Chamond, il y a 5000 bonhommes. Et Creuse-Saint-Chamond, je crois qu'on était... Marel-Rive-de-Gier, on était 1700. Ouais, il y avait du monde à l'époque. Marel, on n'est plus que 300. Ouais, il y avait un monde incroyable. Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est l'évolution logique? C'est quoi qui a fait que... Et la suppression des fabrications. Ouais. Voilà, on supprime des fabrications. Je me rappelle, à Creuse-Saint-Chamond, quand j'ai été embauché, vous vous rendez compte, on faisait pour la marine des vilebrequins de 16 mètres. C'était impressionnant de voir faire ces vilebrequins menton par menton. Une presse qui forgeait que des vilebrequins. C'était impressionnant. Et ensuite, ces vilebrequins, il fallait tourner, les porter. On avait un atelier qu'on appelait les vilebrequins qui tournait les portées des mentons. C'était impressionnant parce que le vilebrequin qui est tout tordu, qui tourne autour du tour. C'est sûr que 2 fois 19 ans, vous avez une grosse expérience technique alors. Mais moi j'étais électricien. Hein, oui, mais enfin vous avez vu comment ça se passait. Oui, mais c'est un métier que j'aimais bien, surtout à Creuse-Saint-Chamond parce que j'étais des panneaux machine-outils. Ben, pour un électricien, c'est un métier intéressant ça. Et c'était un peu un échappatoire d'écrire alors? Ah ben j'ai écrit seulement après, oui. Vous avez écrit quand vous aviez fini votre carrière professionnelle? Juste au moment de partir à la retraite. D'accord. Parce que je vous dis franchement, un auteur professionnel met maximum 2 mois pour écrire un livre. Moi, je mets 1 an pour écrire un livre. Parce que je vois sur votre stand, il y a quand même pas mal d'ouvrages. Vous en avez écrit beaucoup. Alors, j'en ai écrit 32. 32? Oui, mais je vous dis la vérité, j'en ai que 16 de publiés. D'accord. J'en ai 16 qui attendent les corrections de ma fille, qui attendent des éditeurs. Ça veut dire que vous passez votre journée à écrire? J'ai eu... on ne peut pas passer une journée... Non, en tant qu'amateur, on ne peut pas passer une journée à écrire. Mais ça m'est arrivé quand j'ai écrit Le silence de Beck, avec de la documentation. Piocher de la documentation, c'est-à-dire qu'il faut lire, écrire. On arrive à passer une journée à écrire. Allez-y. Et votre dernier ouvrage, alors, c'est La peintre de la Vanoise. La peintre de la Vanoise. Donc j'ai presque envie de vous dire, ce que je vois un peu de vos écritures, on est un peu dans le monde de la nature, de l'écologie. La montagne. La montagne, voilà. Vous êtes un randonneur alors? Randonneur, voilà, alpiniste d'occasion. Alpiniste d'occasion. Et c'est quoi qui vous inspire? C'est les gens que vous rencontrez? C'est les gens avec qui vous dialoguez dans vos randonnées? Voilà, alors l'inspiration me vient davantage de certains livres. Par exemple, j'ai écrit un pamphlet, La politique des beaux discours. Et ce pamphlet, c'est Georges Bernanos qui m'a inspiré d'écrire ce pamphlet avec les grands cimetières sous la Lune. Après avoir lu les grands cimetières sous la Lune, je me suis dit, bon sang, mais si Bernanos écrivait les grands cimetières sous la Lune aujourd'hui, il ne les écrirait pas de la même façon. Moi j'ai dit, je vais écrire une nouvelle, 2 ou 3 feuilles doubles. J'ai écrit un bouquin, La politique des beaux discours. C'est Bernanos qui m'a inspiré. Alors j'ai vu sur votre stand qu'il y avait des livres sur la randonnée, beaucoup d'ouvrages, et j'ai vu quelque chose qui est un peu, pas choquant, mais qui attire l'œil. Vous avez également écrit des ouvrages sur Hitler. Ah voilà. Comment on passe du randonneur à l'histoire plus sombre de notre contemporain? Eh bien voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est Bernanos qui m'a inspiré pour écrire La politique des beaux discours. Et pour écrire Le silence de Beck, c'est, disons, les reportages de Christian Danelac. Alors, Le silence de Beck, j'ai voulu m'intéresser aux plénipotentiaires qui ont participé aux négociations de fin août 1939. Des plénipotentiaires qui étaient quand même motivés pour négocier avec la chancellerie nazie. Et j'ai voulu m'intéresser à leur personnalité. Et c'est de là que j'ai écrit Le silence de Beck, parce que Beck, qui était plénipotentiaire polonais, a négocié au printemps, mais arrivé en été, il a abandonné la chancellerie nazie parce que
il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. J'imagine. Voilà. Et pour vous faire éditer, ça se passe comment? Vous avez une maison d'édition? Vous êtes auto-éditeur? Comment ça se passe? Alors je fais les deux. Je fais les deux parce que, je vous dis franchement, c'est extrêmement difficile pour un auteur amateur de trouver un éditeur. J'imagine, bien. Voilà, voilà. Alors j'ai eu la chance de trouver un premier éditeur qui était intéressé par mes livres de montagne, qui était stationné à... Je ne sais Voilà. pas, je ne peux pas vous aider. Non, excusez-moi, j'ai 77 ans et ça patine. Ouais, je vais vous dire. L'argentière l'a baissé, l'argentière l'a baissé. Même plus jeune, ça patine aussi. L'argentière l'a baissé, qui m'a écrit 3 livres de montagne. Et ensuite, j'ai rencontré un autre éditeur qui m'a écrit le pamphlet, le document historique, d'autres livres de montagne et des romans. Et comment vous vous êtes retrouvé sur ce salon? C'est vous qui ben avez non. fait candidature ou on est venu vous chercher? Non, non, on se rencontre dans les salons. Ouais. Voilà, j'ai trouvé un éditeur, je pensais que c'était une librairie. Ah non, c'est pas une librairie, je suis éditeur. Ah bon, ben... Non, mais pour venir ici aujourd'hui, vous avez fait comment? Il y a eu une demande, c'est vous qui avez demandé? On vous a demandé comment ça s'est J'ai passé? eu connaisseur du salon du livre de Saint-Chamond Ouais. et ma fille a appelé. Oui, bien sûr. Et vous vous êtes dit, je suis le régional de l'étape. Oui, Saint-Paul-en-Jarret, c'est à côté. Puis j'ai quand même une référence, j'ai travaillé 19 ans en Creuseur. Eh ben oui, c'est pour ça que je vous en parle, vous êtes le régional de l'étape. Et puis non seulement ça, mais j'ai fait grève en 68. Ah ben moi j'étais tout juste né, alors j'ai pas pu faire grève. Ouais, je vous ai pas connu alors. Non mais en 68. Donc vous êtes un pur Couramio. Voilà, voilà. Et là, je vous souhaite d'écrire de nombreux livres encore. Ah ben il y en a 16 Et je suis persuadé que vous avez plein de choses à nous raconter encore. Ah ben oui, mais il faut programmer toute la nuit. Bon salon, Ah ben je vous remercie. et puis à bientôt. Oui, il faut reconnaître qu'ici on est drôlement bien accueillis. Hein. Ah, c'est vrai, mais c'est pour ça que je reviens chaque année moi. Ah bon. Mais par contre, moi chaque année, on me demande qu'est-ce que j'ai écrit et j'ai toujours pas la réponse. Alors je vais peut-être écrire mes mémoires un Mais jour. vous allez y arriver. Vous savez, j'ai commencé, mais je bloque à la 3e ligne. Je crois que c'est Jacques Plaine qui a écrit un livre, Mémoire d'un libraire. Vous savez que Jacques Plaine, Je connais il y a Jacques une librairie. Il a écrit un livre, Mémoire Il est d'un... le fondateur du festival de Saint-Étienne. Bien sûr, bien sûr. Ben, vous pouvez écrire un livre, Mémoire d'un rédacteur. Mémoire d'un Stéphanois. Oui, si vous voulez, oui. En tout cas, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous Et remercie. puis, ben, je vous salue avec vos 4 mains et moi les 2 miennes. Eh ben, c'est parfait. Au plaisir de se Au rencontrer. plaisir. Roland Fuentes, bonjour. Bonjour, Bienvenue au Festival Lire en Ville de Saint-Chamond. merci de votre accueil. Alors, vous êtes un auteur, si j'ai bien compris, pour la jeunesse. Oui, enfin de 3 à 99 ans, il y a pour les petits, les moyens, et il y a même des livres pour les adultes. Comment ça vous est venu, cette idée d'écrire des livres? Ah ben, j'ai toujours aimé qu'on me raconte des histoires déjà, et puis quand j'ai appris à écrire, j'ai commencé à écrire des petits livres. Ça a été pour moi d'abord, mais c'était clair que c'est ça que j'avais envie de faire. J'ai l'impression d'avoir toujours Et fait tout de ça. suite, vous aviez l'envie d'écrire pour les petits ou alors c'est venu comme ça? Alors au début j'écrivais pour les adultes et puis un jour j'ai eu des enfants et je me suis replongé dans la littérature jeunesse et je me suis dit j'ai envie de faire ça aussi, donc j'ai écrit principalement pour les petits et un peu pour les grands. C'est quoi votre parcours en gros? Alors j'ai toujours voulu faire ça mais on m'a dit il vaudrait mieux que tu aies un métier à côté avant de pouvoir en vivre, donc j'ai fait des études classiques d'allemand pour devenir prof d'allemand puisque j'avais un correspondant en Allemagne avec qui je m'entendais très bien et que j'aimais bien les enfants, donc j'étais prof d'allemand à mi-temps pendant 10 ans et à côté j'écrivais et depuis 2007 je fais que écrire. J'ai arrêté l'enseignement pour écrire à plein temps. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'imagination, parce que j'imagine qu'il faut une imagination énorme pour écrire tous ces livres. Eh ben, je me suis rendu compte que oui, je note toutes les idées qui me passent par la tête tous les jours, mais j'en ai pas plus que n'importe qui, c'est juste que je les note pour pas les oublier. Après, l'idée c'est juste le début, il faut travailler pour arriver à ce que ça ressemble à quelque chose, quoi. Moi j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on écrit différemment pour des adultes ou pour des enfants? Au niveau de la technique, non, c'est le même travail sur les mots, sur la langue, sur les idées. Simplement, quand j'ai l'impression qu'un texte sera trop difficile pour les petits, je l'envoie à un éditeur pour adultes. Ça veut dire que vous avez double casquette? Oui, voilà. Mais aujourd'hui vous nous présentez que des livres pour enfants. Oui, alors il y en a un qui est plutôt pour ados-adultes, là, qui s'appelle Vivant. Faut pas le lire avant 14-15 ans et même au-delà, donc c'est-à-dire les petits verraient pas l'intérêt. On a parlé d'imagination, mais au niveau inspiration, vous trouvez ça... Comment ça se passe? C'est des rencontres là aussi, c'est du vécu, comment finalement là aussi on prend une idée et on la développe?
Ouais, alors l'exemple, là, le bureau des mots perdus, ça c'est mon livre qui marche le mieux. Ça m'est venu, je me suis rappelé qu'un jour, quand j'avais 16 ans, j'avais trouvé avec un copain un porte-monnaie dans une cabine téléphonique avec 92 francs et une petite clé. Et on n'avait qu'une envie, c'était de se partager l'argent. Et on s'est dit, il y a quelqu'un qui a perdu cette clé, c'est embêtant. On l'a emmené au bureau des objets trouvés de la ville d'Antibes, là où j'habitais. Et ça m'avait impressionné, cet endroit où il y avait des tas d'objets que les gens avaient rapportés. Avec des tas d'histoires finalement. Voilà, et il y a la dame qui a pris notre porte-monnaie, qui a mis une petite étiquette dessus, qui a dit « Si dans 1 an et 1 jour, personne n'est venu le récupérer, ça sera à vous. » Alors c'est la loi, on a attendu 1 an et 1 jour. Personne ne l'avait récupéré, on l'a pris, on s'est partagé les sous et la petite clé on l'a jetée parce qu'elle ne servait pas. Mais ça m'avait marqué et un jour je me suis dit, et si c'était des mots par exemple, si un mot qu'on n'a pas bien entendu ou qu'on a sur le bout de la langue et qu'on allait à un bureau des mots perdus pour voir s'ils n'ont pas trouvé le mot qui nous manque. Et du coup ça a déclenché l'histoire. C'est un petit garçon, le matin sa maman lui dit, n'oublie pas il baille et il n'entend pas le dernier mot, elle s'en va. Et du coup, il va au bureau des mots perdus pour qu'on l'aide à trouver le mot qu'il n'a pas entendu. Voilà, donc c'était l'exemple, ça vient d'un truc réel, mais c'est devenu une histoire. Et vous, si vous aviez perdu un mot, ça serait lequel qui vous manquerait, que vous iriez récupérer à ce bureau? Comme je l'ai perdu, je ne sais pas. Ouais. Mais ça serait pratique en tout cas. Quels sont les prochains rendez-vous? On peut vous retrouver dans les semaines qui viennent. Il y a d'autres salons, d'autres rendez-vous? Alors il y a une série de rencontres, mais ça sera dans les Pyrénées, à Mourin, au-dessus de Tarbes. Vous êtes présent partout alors? Là où on m'invite. Ouais. Donc là, ça sera 4 jours de rencontres dans les médiathèques et les écoles des Hautes-Pyrénées pour parler d'un livre qui s'appelle Tic Olympique, qui est pour les 10 ans et plus et qui parle de sport et de Jeux Olympiques. C'est le seul rendez-vous qui est noté ou il y en a d'autres? Après, il y en a d'autres, mais plutôt... soit là où j'habite à Bourg-en-Bresse, j'ai des rendez-vous parce que je fais des ateliers aussi d'écriture avec les jeunes. Et sinon, il y aura plutôt à l'automne. C'est une diffusion nationale ou c'est assez régional? Comment vous faites pour faire connaître vos livres? Là, c'est les éditions Nathan. C'est un éditeur parisien auquel j'envoie mes textes. Et si ça leur plaît, ils les prennent. Et si ça leur plaît pas, ils disent non. Donc c'est pas évident de se faire accepter. Mais quand on a un texte accepté, on est sûr qu'il est dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Et comment vous vous êtes retrouvé à Saint-Chamond? J'ai été invité par la MJC qui organise le salon. Voilà. Mais je vous souhaite un bon salon. Merci. Des petits, des moins petits, des plus grands. Et puis j'imagine qu'à la fin de la journée, même si on vend peu de livres ou on en vend beaucoup, on a un enrichissement humain, quoi. Oui, c'est toujours. Et puis c'est l'occasion de découvrir des endroits. Alors j'étais venu il y a 5-6 ans à Saint-Chamond pour une série de rencontres organisées par la médiathèque. Donc c'est la 2e fois que je viens dans le cadre d'un rendez-vous littéraire. Là vous êtes dans un très très beau château. Voilà, je ne connaissais pas cet endroit par exemple. C'est magnifique, hein? Ouais, château du Jarret. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Et puis bonne journée. Ouais. Laureline G, bonjour. Merci, bonjour. Bienvenue au Festival Lire en Ville de Saint-Chamond. Merci. Vous êtes auteure ou illustratrice? Alors à la base je suis illustratrice, mais c'est vrai que j'ai écrit aussi 2 de mes livres, mais la plupart du temps je travaille avec des auteurs. Comment ça se passe? On vient vous voir, c'est un métier à part entière. Expliquez-moi un peu votre parcours. Alors du coup, moi j'ai fait une école d'art classique, voilà. Et à la sortie de l'école d'art, que j'ai arrêté plutôt tôt parce que j'en avais marre d'être à l'école. J'ai eu le même problème. Voilà, je me suis dit, je veux raconter des histoires, je veux qu'il se passe quelque chose, voilà. Et j'ai écrit mon premier livre toute seule, que j'ai illustré en même temps, voilà, toute seule aussi. Et j'avais une petite maison d'édition qui me suivait sur le projet. Donc j'ai travaillé avec eux pour commencer sur mes premiers livres. Et après je suis partie en auto-édition, à travailler avec des auteurs à chaque fois. Et l'inspiration, elle vient comment? Elle vient de partout, tout le temps, n'importe quand, une feuille qui traîne, un truc, tout peut venir. Ce que vous écrivez, c'est destiné à un public jeune ou à tout public? Alors il y a tout âge parce que j'ai pour du tout petit, vraiment les toutes premières lectures pour les petits qui ont à peine 1 an, jusqu'à ados, adultes, parce que j'ai aussi un bouquin sur l'écologie avec un humour très absurde où on est vraiment, il faut avoir un niveau de lecture très élevé parce que il faut comprendre cet humour-là. C'est Le voleur d'œufs, non? Non, ça s'appelle Ceci n'est pas un déchet. D'accord.
Le côté illustration, c'est quand même du travail, j'imagine, mais c'est surtout du talent, non? Alors non, le talent, ça n'existe pas. C'est souvent les gens disent ça, le Bah, talent. quand je vous vois dessiner, j'ai l'impression que vous avez un peu de talent quand Ouais, même, alors en fait, par rapport à moi, bien sûr. Le talent, ça n'existe pas. Il y a 5% on sait déjà un peu faire, on a un petit peu cette qualité-là, et après c'est 95% de travail. C'est vraiment énormément de travail. On sort d'école d'art, on ne sait pas vraiment dessiner, toujours pas, et c'est tous les jours, on apprend à dessiner en dessinant tous les jours, en regardant ce que les autres font. Les réseaux sociaux, il y a des vidéos de gens qui dessinent, ça nous donne une petite Ouais, mais tips, un petit sur truc. les réseaux sociaux, tout est trafiqué. Vous allez voir votre interview, quand il va être monté, il va plus ressembler Moi, à je rien. serais blonde. Blonde avec une tête iroquoise. On va redevenir sérieux. Donc c'est surtout quand même des livres qui s'adressent aux enfants. Oui, c'est surtout pour les enfants quand même, oui. Pardon, vous en avez écrit 8 déjà? Oui, 8, ouais. Et là, je suis en train de travailler sur 3 d'un coup en même temps pour cette année. C'est des commandes ou c'est vous qui vous lancez à l'abordage? Alors ça dépend, il y en a un qui va sortir bientôt, là c'est avec une autrice qu'on s'était rencontrée sur un salon il y a quelques années et on avait envie de travailler ensemble. Donc elle a écrit un texte et puis on s'est lancé. Ensuite moi j'ai fait l'illustration, puis voilà. Ensuite il y en a les 2 seconds, c'est des romans écrits par des autrices aussi qui veulent rajouter quelques petits dessins à l'intérieur. Donc voilà, c'est plutôt Et commande. tous vos dessins, ça sort de... J'ai envie de vous dire, ça sort de votre tête, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a des influences? Il y a des choses qui vous influencent dans la rue, dans ce que vous lisez, dans ce que vous voyez, et qui fait que vous dessinez de cette façon? Alors moi j'adore regarder la nature, tout ça, ça m'inspire énormément. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup que ça soit d'un côté dessiné, mais qu'il y ait quand même une grosse part de réalité, de réalisme dans les dessins. Pour les animaux, par exemple, je vais voir des fermes, des zoos, tout ça. Je regarde des photos, des vidéos de comment marchent les animaux, comment ils évoluent. Vous êtes un peu un calque alors? Non, parce que il y a toujours cette part de dessin. Donc là, ma petite poule, elle n'est pas réaliste, vraiment. Elle a des bijoux, c'est pas normal, quoi. Mais Une poule avec des bijoux, il y en a pas mal dans les rues quand même. Hein. mais c'est vrai que j'aime bien quand même qu'il y ait cette part de réalisme dans le dessin, tout en gardant des choses un peu folles, quoi. Donc si on veut se projeter dans le concret, là on a la poule qui voulait se marier. Ça, j'imagine que vous avez été influencé par quelqu'un, non? Alors non, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire, là. Là, c'est juste l'illustration. Ouais, là alors. j'ai juste fait les illustrations, c'est la deuxième collaboration avec cet auteur et du coup il m'a présenté ce texte que j'aimais beaucoup. J'aimais pas du tout la fin, donc c'est moi qui ai réécrit la fin, puisque ça lui a plu, que je réécrive. Et puis en fait l'histoire était tellement rigolote, la petite poule veut se marier mais pas du tout avec le coq, qu'elle le trouve hyper hautain, il se la pète en fait, carrément. Non, mais Donc, je vois bien l'univers. Voilà, ça ne lui plaît pas du tout, donc le fermier lui dit d'aller se promener dans la ferme et d'imaginer à chaque fois à quoi pourrait ressembler sa vie si elle se mariait avec les autres animaux. Donc elle imagine ces petits poussins mélangés avec les autres animaux. Donc il a fallu dessiner des poussins mélangés avec d'autres animaux. Donc des poussins avec des nez de cochon, tout C'est ça. vraiment de la création là. Voilà, là on est sur de la création parce que j'ai eu du mal à trouver un poussin avec des oreilles de lapin, c'était un peu difficile. Donc c'est vraiment imagination et créer ça. Et voilà, donc c'était très rigolo à faire. Et après, ces livres, ils sont destinés à un jeune public, bien évidemment, mais à qui? C'est les écoles? C'est quoi? C'est les festivals de la jeunesse? C'est de tout. Alors moi, je fais beaucoup de festivals et de salons, donc il y a beaucoup de public qui passe et qui les achète sur place. Et ensuite, les interventions dans les écoles, les enfants, après, ils guident un petit peu les parents vers ma boutique. Vous dites que vous badigeonnez votre monde de couleurs. Est-ce que les couleurs, elles ont une importance ou une dominance dans le fait de raconter une histoire? Ah oui, carrément, parce que s'il n'y a pas de couleur, c'est pas le même message du tout. On peut pas faire passer la même chose. Ça veut dire que le noir et blanc et la couleur font pas passer le même message? Ah, moi je trouve qu'il y a une grosse différence. Le noir et blanc, il y a des choses magnifiques. Dans les Tout à fait. mangas, par exemple, il n'y a pas une seule couleur et il y a quand même beaucoup de messages qui sont passés. Mais pour les enfants, je trouve que les couleurs, c'est hyper important. Et est-ce qu'on doit respecter les codes de couleurs? Alors, pas du Comme le rouge pour le sang, le vert pour le sol. Alors ça, du coup, c'est ça qui est bien dans le dessin, c'est qu'on fait ce qu'on veut un petit peu avec les couleurs. Si on a envie de faire un bonhomme qui a une peau bleue, il peut avoir une peau bleue. Hein. C'est un schtroumpf là. Ouais. Du coup, en effet. S'il a la peau bleue, c'est que c'est un schtroumpf. Oui, il vient d'Avatar. Non, aussi. Ça, c'est une histoire de génération. Exactement. Quels sont les projets qui arrivent? Et ben du coup, le prochain livre qui arrive s'appelle Coco la coccinelle. Du coup, c'est un petit livre pour tout petit qui a été écrit par Sylvie Arnoux, que je viens d'illustrer.
Et ensuite, 2 romans qui arrivent, mais ils sont pas du tout finis, donc je ne peux pas en parler, surtout qu'ils sortent en maison d'édition. Donc ceux-là, j'ai rien le droit de Et dire. comme je vois que vous avez beaucoup de travail, vous faites quoi? L'illustration, c'est quoi? C'est un livre par mois, un livre de temps en temps? C'est Alors, un livre par semaine? Non, c'est d'ailleurs la question que je pose souvent aux enfants quand j'arrive dans les écoles et je leur dis à votre avis combien de temps on met pour faire un livre. Et les enfants n'ont pas du tout cette notion de temps, ils sont là, 1 heure, 1 jour et demi. Il y a tellement de gens différents, Voilà. donc il y a sûrement des façons de travailler différentes. Et moi, je aussi. leur dis, la moyenne, c'est à peu près 6 mois. Pour faire 6 un mois pour un livre? Ouais. Parce que, Ah, genre, vous prenez votre temps alors? non, mais parce qu'on ne travaille pas sur la chose Non, pendant vous 24 heures sur 24. vous travaillez sur plusieurs choses en même temps. Voilà, et puis il y a. Ça n'interfère pas justement de travailler sur plusieurs choses en même temps? Eh ben, au contraire, c'est mieux. Parce que sinon, on est trop plongé dans le même truc et on n'a pas de recul dessus. J'allais vous dire, il y a un manque de recul après. Voilà, et c'est bien de poser pendant parfois une semaine, le laisser de côté, faire un autre projet et revenir après dessus parce que le recul, ça fait du bien dans les dessins. On sort un petit peu du. Et le de métier l'univers. d'illustratrice pour enfants, c'est un métier qu'on peut faire jusqu'à la retraite ou alors il faut prendre d'autres chemins au fur et à mesure que l'âge va avancer? Mais alors, déjà, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Ah, hein, moi. les cotisations qu'on fait, c'est pas pour avoir une jolie retraite, hein, je vous le dis. Hein. Oui, mais il faut pas s'affoler. Moi, je dois avoir entendu 40 réformes de retraite depuis que je suis né, donc Voilà. il y en aura encore 40, donc ça va. Non, mais je pense qu'à partir du moment où on peut toujours tenir un crayon dans sa main, on continue à travailler et à faire des dessins. Oui, quoi. mais attention, à un certain âge, il va trembler. Oui, votre, voilà, c'est pour ça, c'est tant qu'il tient dans la main et que c'est toujours à peu près stable, on peut continuer, quoi. Quels sont les prochains rendez-vous? C'est qu'on peut vous retrouver? Est-ce qu'il y a des choses dans la région, dans les semaines qui viennent? Eh ben oui, le dimanche prochain, je suis au festival Bédessine à Dessine. Voilà. Logique. Et puis après, après, il y a une petite pause un petit peu pour faire la finalisation des livres qui arrivent avant qu'ils sortent, donc pas trop de salons, et puis après, on reprend plus tard. Dernière question pour terminer. Quels sont les retours aujourd'hui que vous avez eus avec les gens qui viennent vous voir? Qu'est-ce que les gens vous disent? Eh ben, qu'ils aiment bien, que ça leur parle beaucoup, que c'est un univers très imagé, très coloré et que les enfants accrochent extrêmement vite. Quoi. Eh bien, écoutez, je vous rends à votre monde coloré. Merci. Merci d'être venu nous répondre. Ben, merci. Et puis longue vie à tous vos livres et Oui. puis à votre carrière d'artiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Christelle Fillon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce festival Lire en ville de Saint-Chamond. Merci. Alors vous êtes jeune, vous avez de magnifiques livres. Oui. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le... Allez, on va être... quelle mouche vous a piqué de prendre une plume et un stylo et un papier et d'écrire des aventures? En fait, la mouche, elle s'appelle Cédric. Et en fait, j'étais en train de manger avec Donc lui. c'est un mouche alors? C'est un mouche. Un mouche, je suis pas sûre que ce soit très français. Mais oui, du coup, c'était un ami. Ouais. En fait, on a discuté de ça par hasard. Parce que lui écrivait un petit peu, il m'a dit et toi, t'as jamais pensé Et en fait, je me suis lancée comme ça. Mais Parce quand que- on écrit, bon, je sais qu'il faut une technique, mais aussi il faut avoir de l'imagination, non? Ouais, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Non. Qu'est-ce qui vous inspire ou qu'est-ce qui vous fait... À peu près tout, enfin tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on regarde à la télé. Et j'ai Parce passé... que d'après les livres que je vois, vous êtes très science-fiction. Oui, très science-fiction et imaginaire. Enfin, moi, j'aime Et bien. comment on fait pour ne pas écrire quelque chose qui existe déjà? On vérifie ou Ah, oui, pour pas tomber sur les mêmes idées que un notre peu auteur. c'est un grand mot, mais un peu de plagier, comme on dit. Oui, et ben en fait, on sait pas. Ouais. Parce qu'on peut pas tout lire, on peut pas tout vérifier. Mais en fait, ça sort de notre tête, donc on se dit, j'ai pas copié, enfin. Mais il n'y a aucun moyen de vérifier. Et que- pourquoi la science-fiction? C'est quelque chose qui vous parlait plus facilement? Oui, en fait, ça remonte de très loin. Quand j'étais en cours d'SVT, on a regardé Soleil Vert. Et Soleil Vert, en fait, c'était un film qui se passait dans le futur, où il y avait la surpopulation et où la nourriture, en fait, était vraiment rare. Et en fait, c'est ce film qui a fait le déclic et qui a fait que j'adore tout ce qui est dystopie, les mondes sombres. Les mondes sombres. Oui, Est-ce que c'est un état d'esprit, des mondes sombres, ou alors c'est une évasion? non, c'est vraiment une évasion. Je suis pas à tendance dépressive ou tout va bien dans ma vie. Parce que vous, quand on écrit, j'imagine qu'on lit beaucoup aussi. Vous lisez tout un tas de choses ou vous lisez que des Alors choses dans non, votre je style? lis vraiment de tout. Je lis de la non-fiction aussi, parce que j'aime bien tout ce qui touche à la génétique, à l'anatomie, à la mythologie. La génétique, c'est déjà bien pointu, hein? Ouais.
Mais je suis très 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 curieuse Et, et je suis vraiment de tout. Et depuis vos débuts, vous avez écrit combien d'ouvrages? Alors j'en ai écrit 3. Donc il y a B6 244, le tout premier, qui est sorti en 2018. Après j'ai enchaîné sur Sous l'emprise de l'hiver, donc que j'ai réédité moi-même pour faire celui-là en fait, du coup, la nouvelle aube des alchimistes. Et le dernier finalement c'est Nereus Alpha. Ça veut dire qu'il y en a 3. Il y en a 3 et en juillet il va y avoir un 4e. Et pour ce qui est de l'édition, c'est auto-édition ou alors vous avez une maison d'édition? Alors non, en fait les 3 premiers là c'était les éditions Bookmark. Ouais. Et celui-là je l'ai réédité moi-même parce que l'éditeur traînait un peu. Ouais. J'ai craqué, j'ai redemandé mes droits et j'ai tout fait moi. Du coup. Et comment vous faites pour tout ce qui est communication ensuite, pour trouver des salons, pour les dédicaces, alors pour vendre ces jolis livres hein? Alors ces jolis livres c'est bien, c'est joli, mais en fait si personne n'en parle ça se vend pas. Ça reste dans un carton. Ouais voilà c'est ça et en fait si l'éditeur fait pas l'effort... C'est ce qui arrive beaucoup pour d'auteurs régionaux. C'est un peu Ouais. la même problématique qu'on rencontre. Et j'ai entendu une auteure tout à l'heure qui était interviewée qui a dit moi je fais rien, ma maison d'édition s'occupe de tout. Oui, mais elle était dans une grande maison parisienne. Ouais voilà, parce qu'en fait quand on a une petite maison d'édition, faut pas se leurrer, en fait l'auteur il fait pratiquement tout le boulot quoi. Et vous faites comment alors vous démarchez les mairies, vous démarchez Alors, les médiathèques? Les libraires déjà. Et alors le libraire, oui, j'étais passée par Bleu comme une orange. Et en fait j'avais fait le salon à Fontaine. Et c'est là-bas qu'on m'a trouvé en fait pour faire ce salon. Parce que vous êtes stéphanoise? Oui. Enfin j'habite à Saint-Étienne. Parce que je vois que tout a commencé à Annecy. Pourquoi à Annecy? Parce que je suis née là-bas, mais en Ah. fait je suis juste née là-bas, j'ai pas vécu très très longtemps. Qu'est-ce que vous nous préparez dans les semaines qui viennent? Est-ce qu'il y a d'autres livres qui vont arriver? Est-ce que vous êtes en train d'écrire? Comment ça se passe au niveau rédactionnel? Dans les semaines à venir, peut-être pas. Ouais. En juillet, j'ai un 4e livre qui sort. Une romance érotique aux éditions Elixiria. Voilà. Donc là, c'est une femme qui travaille à la crime et elle va travailler sur des meurtres. Donc là, on est très terre à terre, on sort de l'imaginaire en fait. Et je voulais faire autre chose, sortir un peu du style habituel que j'avais. J'ai remarqué chez vous des très belles couvertures. Comment vous travaillez pour les couvertures? Oui. Après, alors, je suis là. Ça, C'est pratique d'être à côté de son stand. Hein. Pratique, hein. Je tends le bras et cette couverture-là, elle a été faite par Nicolas Jamonneau, qui fait beaucoup de couvertures. On le voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est mon éditeur qui l'a fait, donc qui est passé par lui. Donc il a fait celle-là. Après, j'ai celle-ci. Donc je me souviens plus de l'illustrateur. Non mais la précédente est vraiment chouette. Elle est vraiment très très belle. Et celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Et après, le dernier que j'ai réédité, c'est moi qui l'ai faite sur Photoshop parce que vu que c'est de l'auto-édition, en fait, je voulais pas payer un graphiste super cher. C'est vrai que quand on est petit, c'est difficile. Hein. Oui. Les prochains rendez-vous, c'est quoi? Vous avez des salons prévus, des dédicaces? Pas avant novembre, Ouais. de sûr. Et après, je sais pas, peut-être en librairie. Et quand vous avez réédité votre livre, vous avez un nombre en tête ou alors vous partez un peu à l'aventure? Pour le nombre d'exemplaires? Ouais. Non, on part un peu à l'aventure. On ne veut pas faire trop de stock non plus pour pas se retrouver avec des piles invendables. Mais 10 de chaque, c'est déjà très bien. Et pour conclure, aujourd'hui, est-ce que vous avez fait des belles rencontres? Est-ce que vous avez eu des échanges intéressants? Oui. J'ai pas vendu beaucoup, mais par contre, j'ai rencontré 2 nénettes super sympas. Et dont l'une a fait les mêmes études que moi, donc ça a permis de discuter un peu des profs qu'on avait eus. Donc ça parlait littérature, mais ça parlait un peu de tout, ça permet de connaître les gens et c'est plutôt sympa. J'imagine que le rôle d'auteur, d'autrice, c'est un passe-temps, vous ne vivez pas de ça? Non, on ne vit pas de ça. Enfin, quand on a la chance, c'est vraiment très très bien. Donc vous y consacrez combien de temps par jour, par semaine à l'écriture? C'est très très fluctuant parce qu'avec le boulot, en fait, on ne peut pas prévoir. Enfin, après, je travaillais souvent le week-end, mais
peut-être 4-5 heures par semaine, mais pas plus, quoi. Et pour être complet, quand vous avez écrit vos livres, vous les faites ensuite lire à un public averti, entre guillemets, ou alors En vous fait, êtes satisfaite de ce que vous avez fait? J'ai pas de bêta-lecteur, comme on appelle ça. En fait, je les envoie comme ça et ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. On dit ça passe ou ça casse? Ouais, voilà. Et pour l'instant, je touche du bois, c'est passé. Très bien. Voilà. On a fait à peu près le tour. Est-ce que moi, qui suis un peu inculte dans ce domaine, est-ce que vous avez des ouvrages à me conseiller? Tous, les trois. Évidemment. Parce que les trois sont très très bien. Les trois sont fantastiques. Après, oui, les trois sont fantastiques. Après, si vous aimez le spicy, un peu, la nouvelle aube des alchimistes, c'est Ouais, très j'ai très bien réfléchi, je me demande si je ne vais pas attendre le prochain j'ai entendu parler d'érotisme. Ah oui. Je pense que celui-là Le peut prochain, peut-être plus me captiver. Il sera très très chaud et on annonce la canicule là sur juillet. Bah, je le lirai en hiver alors. Voilà, ça réchauffera votre hiver. Christelle Fillon, merci beaucoup. Merci, Et puis je vous souhaite beaucoup de livres et puis beaucoup de succès. on y croit. Merci. Catherine Gans-Muller, bonjour. Bonjour. J'espère que j'ai pas écorché votre nom. Pas du tout. C'est un nom un peu à consonance allemande. Alors, allemande et Lorraine. La Lorraine. Müller, c'est la Lorraine et Gans, c'est l'Allemagne. C'est ma famille. Et moi, quand je vois Muller, vous savez à quoi je pense? Donc, il y a une culture de football, la Gert Müller qui nous mettait au début oui, quand on était en bien sûr. 76 avec Saint-Etienne. Non, pas du tout, aucun rapport. Mon mari adorait le football. Mais, En plus, je vois que vous êtes née à Paris. Ah oui, moi je suis parisienne. Vous êtes parisienne. Moi, au départ, oui. Au départ, je suis parisienne et puis j'ai émigré en Bretagne. J'ai émigré en région centre et maintenant je suis arrivée à Valence et c'est très bien. Je suis ravie. Donc, on peut dire que vous êtes en voisine finalement aujourd'hui. Oui. 2 heures de train et je suis là. Comment vous êtes arrivé justement à Saint-Chamond? Ça s'est passé comment? On vous a contacté? C'est votre maison d'édition? J'aime bien savoir comment les gens atterrissent sûr. à Saint-Chamond. Alors, je vais vous dire, je ne sais pas trop. Je pense que c'est grâce au répertoire de livres et lectures de la région Aura. Je Ouais. pense que c'est eux. C'est pas mon éditeur, ça je suis sûre. C'est pas moi. Parce que je connais, comme ça fait 25 ans que je traîne dans les salons, je commence à les connaître et eux me connaissent, donc ils m'appellent souvent directement. Là, c'est pas le cas. Donc je pense que c'est ça, ouais. Ça doit être le répertoire de la région Aura. J'ai vu que vous aviez écrit une quinzaine de romans. Ouf, oui, au moins. Ouais. Comment s'est passé ce cheminement, si j'ose dire? Comment vous êtes venu à l'écriture? C'était une envie, une passion, un hasard? Ni l'un ni l'autre. Ça a commencé quand j'étais enfant. Je lisais beaucoup, comme toujours, maintenant, et j'inventais des histoires et j'ai commencé à les écrire en me disant je vais écrire un livre. J'avais 7 ans, je devais être en CP. Et puis j'en ai écrit beaucoup qui avaient un début, un milieu, une fin, ou pas de fin d'ailleurs. Et puis voilà. Et puis les années 68 sont arrivées, j'étais en fac de lettres. Et là, j'ai écrit des tracts, des articles. J'ai commencé comme ça. Et voilà. Et puis, je suis devenue libraire, bibliothécaire. Vous avez toujours vécu dans le papier presque? Toujours vécu dans le papier. J'ai fait un passage dans le cinéma pendant 25 ans où j'étais monteuse. Ah ouais. Donc, je construisais des histoires, évidemment. Et vous étiez sur la table à découper les images? Voilà. J'ai fait ça pendant des années. Et puis un jour, je me suis dit, je vais écrire des scénarios. Et j'avais un mari qui était réalisateur à la télévision. Et un jour, il rentre à la maison foudrage, il me dit, j'en ai marre de réaliser des scénarios qui n'ont ni queue ni tête. Toi, tu devrais écrire. Je dis, chiche. Donc j'ai commencé à écrire des scénarios. Et puis après, je me suis dit, je vais écrire un roman, mais ça me paraissait impossible. Il paraît que c'est pas tout à fait le même travail. Ça n'a aucun rapport. Et puis ça me paraissait insurmontable. Et puis en fait, si j'en ai écrit un, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur un éditeur qui l'a trouvé bien et puis ça a commencé comme ça. Et je dis souvent, écrire un livre c'est une chose, mais après il y a tout le cheminement de le vendre et de le faire connaître. Comment ça se passe? Alors, c'est un autre métier? Non, pas du tout. À partir du moment où on a trouvé un éditeur, c'est lui qui s'en occupe. Moi, j'ai rien à faire. Hein. Vous allez juste au salon et vous signez des livres alors? Voilà, c'est ça, je touche J'ai des même droits. envie de vous dire, vous touchez juste le chèque. Voilà, oui. C'est-à-dire que je touche des droits, je vends mon manuscrit, et tout le travail, par exemple les ventes à l'étranger, toutes ces choses-là, c'est mon éditeur qui fait. Moi, je m'en occupe pas.
on en discute, je lui soumets des idées. Ça des veut noms dire que vos livres éventuellement. sont traduits dans d'autres langues? Oui, j'ai eu des livres qui ont été traduits en Italie notamment. Oui, tout à fait, bien sûr. Et vous maîtrisez l'italien ou pas? Moi, pas du tout, mais c'est pas moi Parce qui ai que fait. j'ai vu des auteurs qui m'ont dit que souvent leurs livres, quand ils les lisaient dans une autre langue, ils les reconnaissaient Mais pas. bien sûr, c'est possible. Non, celui-là, le peu que je connais de l'italien, ça m'a paru trop. Je ne sais pas les vérifier, je m'en fiche. Les droits ont été vendus. Vous n'avez pas été invité et sur des j'étais salons très bien. italiens? Non, pas pour le moment, mais ça viendra Ça peut-être un serait jour. une belle expérience. Ouais, pourquoi pas. Ça veut dire que vous allez dans toute la France. Alors, je vais dans toute la France, dans tous les pays francophones pour le moment, puisque j'écris surtout en français. Est-ce qu'il y a des régions, comment dire ça, qui reçoivent vos livres d'une façon différente? Non, j'ai pas l'impression. Alors évidemment, là, le Vercors, c'est sûr que dans la région Rhône-Alpes, il est mieux reçu. C'est très ancré, que, ouais. Voilà, j'étais à Blois dernièrement. Le Vercors, pour beaucoup, il situe vaguement sur la carte de France, mais ça s'arrête là. Et c'est assez incroyable finalement que dans chaque région, on n'a pas vraiment la connaissance d'autres régions. On est très, finalement, on est très replié sur nous-mêmes finalement. Non, moi Non. je dirais pas ça. Moi je vadrouille effectivement beaucoup. Je parle de celui-ci parce que c'est celui qui est typique du maquis du Vercors. Alors, les adultes connaissent le maquis du Vercors. C'est les gamins qui connaissent pas et qui savent pas où est le Vercors. Mais en général, les adultes le situent à peu près. Non, ça fait partie de l'histoire de France, là. Tout à fait. Comment ça vous est venu justement l'idée d'écrire un livre sur la résistance dans le Vercors? Alors, c'est une commande d'éditeur. Ah, c'est une C'est commande. mon éditeur qui m'a demandé si j'avais une idée pour écrire dans cette collection Ville à Vie, qui est une collection particulière qui s'adresse à des ados de 13, 14, 15 ans. Et dont le lecteur est le héros en fait. Je le tutoie, je raconte l'histoire en le tutoyant. Et donc j'ai cherché, j'avais pas d'idée, je savais pas. Puis je venais d'écrire les 2 précédents sur la guerre de 40. Donc je me suis dit bon, j'ai toute la documentation, j'ai tout, je vais écrire sur le Vercors. Ça veut dire que votre travail, c'est aussi de faire beaucoup de recherches? Oh là oui. Mais oui, parce que je ne suis pas du tout historienne. Et comme je ne veux pas écrire n'importe quoi, je fais beaucoup de recherches. Là, pour les 2 précédents, je suis allée en Allemagne plusieurs fois, discuter avec des historiens, etc., etc. Et pour celui-là, c'est pareil. J'ai discuté avec des historiens. C'est justement ce que je voulais vous demander. Vous allez voir qui quand vous allez chercher des archives? Vous allez voir les mairies, vous allez voir des Non, associations, pas du tout. Non, pas du tout. Je contacte les musées quand il y en a. Musées. Les musées, les auteurs de livres sur ce sujet, quand ils sont encore vivants et quand je peux les contacter, ce qui c'est le cas que j'ai eu pour ça. J'ai contacté pas mal d'auteurs et puis des historiens. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous travaillez sur autre chose? Comment ça se Oui, passe là? tout à fait. Vous vous arrêtez jamais d'écrire? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ne me posez pas la question que m'a posé un gamin dans une classe il n'y a pas longtemps. Il me regardait et il me fait « Mais vous allez écrire longtemps encore ?» Il a l'air de dire « Vous n'êtes plus toute jeune, quand vous arrêterez-vous ?» Non, je continue. Là, j'ai un livre qui devrait sortir en 2025 sur l'émancipation des femmes après la guerre de 14. C'est un très gros volume et j'attaque le tome 2. Ce sera en 2 tomes parce que mon héroïne va partir de 1919, fin de la guerre de 14, et je voudrais l'amener jusqu'à 72 et le procès de Bobigny. Et Voilà. d'après ce que j'entends, vous écrivez beaucoup finalement sur le passé. Vous n'avez pas envie d'écrire sur le futur? Le futur, non, pas du tout. Pas du Mon tout. Dieu. Mon Dieu. C'est vrai que c'est difficile J'écris sur le à parler du présent. futur parce que le futur on ne le connaît pas. Oui, puis il n'y a pas bonne mine. Là. Il n'y a pas bonne mine. Non, j'ai beaucoup écrit sur le présent. Ouais. J'ai écrit beaucoup de livres, soit pour ados, soit pour adultes, qui traitent du présent. Donc, voilà. Est-ce qu'on va vous revoir dans les semaines qui viennent dans la région? Il y a des choses de prévues ou pas? Alors, qu'est-ce que j'ai de près? Où est-ce que je vais à venir? Je ne sais plus. Bon. J'ai pas mon agenda. Vous Je avez- sais que je suis au Salon du Livre, mais c'est à Levallois-Perret, c'est Ouais. pas ici. Ça va nous faire un peu de train. Ça vous fera un peu de train. C'est un très beau salon historique, oui, très très beau. Non, là, cette année, dans la région, j'ai fait le tour, je crois. Faut Quand que vous je vérifie. écrivez un livre comme le dernier, Pierrot, là, résistant dans le Vercors, entre le moment où vous commencez et le moment où vous finissez, il se passe combien de temps à peu près? Alors déjà, il y a une recherche documentaire assez approfondie
Donc j'ai bien. Bon, Pierrot, c'est allé un peu plus vite parce que j'avais déjà des documents, je n'avais plus qu'à interroger, aller au musée. Bon, j'habite au pied du Vercors. Vous faites un travail de journaliste finalement. D'historien, je pense Historien, plutôt. c'est plus, c'est plus proche. Et donc le temps de prendre des rendez-vous, etc. Dans le Vercors. J'ai mis celui-là, j'ai mis 1 an à peu près maximum entre les recherches et l'écriture. Mais j'ai d'autres occupations en parallèle. Donc je m'occupe d'une association. Enfin bon, bref, je fais beaucoup de Vous faites choses. beaucoup de choses. Merci en tout cas d'être passé Mais merci à à vous. notre micro. J'espère que ça incitera les lecteurs à... Est-ce que il y a des questions un peu spéciales quand vous faites des salons, des lecteurs? Est-ce qu'on vous pose des... Là, vous m'avez parlé d'un enfant qui vous a fait une Alors remarque oui, un peu qu'est-ce que- spéciale. oui, j'ai eu- Mais est-ce que les gens qui vous croisent dans les salons vous posent des questions par moment où vous vous attendez pas? Alors oui, au début, quand le libraire de Cologne est sorti, qui est l'histoire d'un libraire juif qui doit fuir le nazisme. Et, Vous avez que des sujets sympas finalement. oui, et qui, bien sûr, mais il faut le savoir pour Ouais, tout à prévoir fait. l'avenir. Et ce libraire confie sa librairie à un jeune homme, son employé, qui va tout faire pour défendre cette librairie. Et la seule arme qu'il ait pour résister au nazisme, c'est le livre et la lecture. Et un jour, dans un salon, je ne sais pas si c'est pas au salon historique de Blois ou je ne sais plus, quelqu'un qui prend mon livre et qui me dit quand même, il y a eu de la résistance alors en Allemagne. Et ça m'a beaucoup heurté parce qu'effectivement, il y a eu effectivement des groupes de résistants qui d'ailleurs ont été fusillés. Tout à fait. Sophie Scholl. C'est un et sujet compagnie. tellement lourd et Mais tellement tout le monde compliqué. est persuadé, comme à une époque. Ah mais tous c'est pas tous les Allemands qui étaient derrière Hitler, hein. On est tous d'accord. les hein. Français étaient résistants à une Ouais. époque. Ah, ça y est, une bascule. Ils étaient tous maintenant, ça y est. pétainistes et après ils étaient tous de Gaulle. Voilà, c'est ça. Et ben les Allemands, non, ils n'étaient pas tous nazis, évidemment. Évidemment. Et on peut. Voilà. j'ai- Ça, c'est j'ai- la question la plus étonnante qu'on m'ait J'ai posée. presque envie de vous dire, et même de rendre hommage, j'ai perdu son nom, mais un des premiers qui avait posé la bombe dans la brasserie, là, qui a explosé Oui. quelques minutes avant, je crois, ou après, et qui a été aussi... Non, il y a eu, Il y a eu une beaucoup de vraie résistance, résistance. Et alors, en plus, bon, ça m'a étonné parce que c'était quelqu'un qui avait au moins 50 ou 60 ans. Et je lui dis, mais il y a beaucoup de livres en France qui parlent de ça, des réseaux d'étudiants. Il y a Falada, il y a tous ces gens-là qui racontent ça. Donc, je retiens je l'ai que encouragé à lire. vous parlez du passé, mais que vous n'êtes pas optimiste pour l'avenir, alors. Non, pas du tout. Mais je suis pas la seule. Hein. On est sur la même ligne, alors. Je crois. Oui, non, mais c'est de plus en plus, quoi. On va rester dans les livres, alors. On vous souhaite en tout cas un bon salon, Merci beaucoup. et puis j'espère vous recroiser, parce que ça a l'air d'être passionnant, tout ce que vous écrivez et tout ce que Et je vous nous en prie, racontez. venez en chercher. Et puis je vous dis encore une fois bon salon. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Didier Esposito, bonjour. Bonjour, Bienvenue au festival Lire en ville de Saint-Chamond. merci. C'est un peu la question traditionnelle que je pose à tout le monde. Comment vous vous êtes retrouvé sur ce festival à Saint-Chamond? Eh bien, c'est les organisateurs qui m'ont proposé de venir par le biais de mon éditeur qui est stéphanois, les éditions du Caïman, et j'ai accepté grand plaisir. Pour vous, un rendez-vous comme celui-ci, un festival, ça amène quoi? Est-ce qu'on a, dans ce contact, on a des idées futures sur les prochains livres? On a des encouragements? Ça se passe comment le rapport finalement avec ces lecteurs? Eh bien, c'est toujours un plaisir d'essayer d'expliquer les histoires qu'on présente lors d'un salon, de discuter avec des fans de polar, en ce qui concerne ce que j'écris en tout cas. Et puis c'est également l'occasion de discuter avec d'autres auteurs, de comparer les parcours et de créer des contacts pour des prochains salons. Est-ce qu'on vous dit un peu ce qui était plébiscité dans vos livres? Est-ce qu'on vous fait des critiques? Comment ça se passe aussi le rendu de vos lecteurs? Alors moi ce que j'aime faire à chaque fois qu'on prend un livre, c'est que je laisse mes coordonnées, une carte du coup, et du coup ceux qui me prennent un livre en général m'envoient un petit mot derrière pour me donner leur appréciation, s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé. Bon, pour l'instant, Ça aiment. vous influence dans les prochains? Ça m'aide à peut-être corriger des choses qui pourraient ne pas plaire, mais pour l'instant je touche du bois, les retours sont plutôt positifs. Donc vous avez un lien avec Saint-Étienne, vous êtes né à Valence, Je suis né à Valence. pas très loin, C'est ça. et vous avez été dans la police, C'est ça. ce qui a sûrement dû vous inspirer sur pas mal d'histoires pour écrire. C'est ça. Alors je suis toujours dans la police, mais j'ai travaillé 15 ans à Saint-Étienne, à Foriel donc. Et effectivement, c'est un métier où on voit tellement de choses différentes que ça inspire forcément des histoires.
Il n'y a plus qu'à puiser dans le vécu pour essayer de Est-ce romancer qu'il y tout a ça. des choses qu'on peut réécrire de ce qu'on a vécu ou alors on est obligé de transformer un petit peu? Alors bien sûr, je change, je m'inspire de choses que j'ai pu voir, mais je change bien sûr les noms, les âges, enfin je change beaucoup de choses pour que personne ne puisse se reconnaître, mais je m'en inspire grandement en tout cas, surtout sur la façon dont les choses se passent, plus que des personnes en particulier. Alors aujourd'hui, vous êtes venu présenter Candeur Fatale, votre tout nouveau livre. Il est sorti il y a quelques jours. Comment ça se passe? Il est sorti il y a quelques jours et il sera dans les librairies à partir du 9, donc dans 2 jours. Donc aujourd'hui, c'est une exclusivité. C'est ça, c'est la deuxième. Il était déjà au salon des éditeurs stéphanois hier et c'est sa deuxième sortie aujourd'hui du coup. Sans dévoiler l'intrigue, il se passe quoi dans ce livre? C'est l'histoire de quoi? Alors cette fois, contrairement au premier, les personnages principaux ne sont pas des policiers, sont plutôt des étudiants de 20 ans qui mènent leur vie d'étudiants à Saint-Étienne entre sport, sortie et qui se retrouvent confrontés à leur mort violente d'une de leurs voisines du même âge et ils vont chercher à savoir ce qui s'est passé et ils vont se retrouver confrontés à une affaire peut-être un petit peu trop grosse pour eux, mais avec l'innocence de leurs 20 ans, ils vont vouloir essayer de savoir le fin mot de l'histoire, quoi. Quand le livre est édité, quand vous le tenez dans la main, est-ce que vous êtes satisfait ou vous dites qu'il y a des choses que j'aurais dû changer ou j'aurais dû écrire différemment? Ah, je suis satisfait quand même, c'est toujours une fierté de voir le bouquin, d'avoir le bouquin entre ses mains. Après, il y a toujours, au moment de signer le bon à tirer, on se dit toujours, bah tiens, est-ce que j'aurais pas dû modifier ça? Mais après, c'est l'histoire sans fin, il faut savoir s'arrêter et se dire, bah, il me plaît tel qu'il est. Il faut savoir dire le mot stop. C'est ça, le mot stop et le mot fin. Le dernier que vous aviez fait, il s'appelait Une héroïne stupéfiante. Et il y a eu pas mal de bons retours. Il y a eu notamment un prix au Festival de Cognac. Il était nommé, c'est ça, hein? C'est ça, il a été nommé au Festival Cognac du Polar en 2022. Et il a eu le prix Lucien Neuwirth à la fête du livre de Saint-Étienne. Quand on a un prix, est-ce que ça change quelque chose dans la vie du livre? Ben, ça donne une visibilité, ne serait-ce que par le fameux bandeau rouge. Et puis du coup, ça permet de discuter avec les lecteurs qui sont curieux un petit peu peut-être de savoir le pourquoi de ce prix. Vous êtes édité aux éditions du Caïman. Ça s'est passé comment aussi la rencontre, l'aventure avec le Caïman? Alors, quand j'avais écrit Une héroïne stupéfiante, j'avais envoyé à plusieurs éditeurs et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs retours positifs. Mais avec Jean-Louis Nogaro, donc le directeur des éditions du Caïman, le contact est tout de suite passé. C'est quelqu'un qui est très humain, très bien et on s'est tout de suite bien entendu. Donc pour moi, c'était une évidence de partir avec eux. Quand on fait ce livre, Une héroïne stupéfiante, est-ce qu'on a un objectif? Comment ça se passe? On se dit on va en tirer 10, on va en tirer 20, on va en tirer 100. Ça se passe comment dans le côté commercial? Ah bah là, après ça c'est l'éditeur qui fait un premier tirage et qui envoie aux librairies partenaires.